Très bien. Alors, je peux ouvrir la séance d'aujourd'hui. Bienvenue à tous et à toutes à ce cycle de conférences en ligne de l'UVMA pour l'automne 2024, qui s'intitule donc Les mobilités actives des jeunes entre contraintes socio-spatiales et opportunités. Alors, peut-être quelques mots sur ce cycle de conférences que nous démarrons. Donc, nous allons aborder lors de ce cycle la mobilité active des jeunes, qui est donc une thématique importante à la fois du point de vue de la santé, avec des enjeux de sédentarité, mais aussi du point de vue peut-être de la mobilité, avec notamment peut-être la baisse de la pratique du vélo chez les jeunes en Suisse. Euh, on va explorer lors de ce cycle de conférences à la fois les contraintes sociales, par exemple au niveau des parents, au niveau des connaissances et des pairs, mais aussi les contraintes spatiales, par exemple, il y a l'environnement urbain qui encadre ces mobilités actives et également les opportunités qui y sont associées. Donc, ce cycle sera composé de quatre conférences. La conférence d'aujourd'hui par Monsieur Clément Rivière qui portera plus globalement sur la liberté que les parents accordent à leurs enfants dans l'espace public en ville. Ensuite, nous aurons une deuxième séance le 10 octobre pour parler de la gouvernance du vélo chez les jeunes. Le 7 novembre, ma collègue Aurélie, ici présente, présentera les trajectoires cyclistes des jeunes et l'évolution de leur pratique du vélo dans le temps. Et le 12 décembre, nous accueillerons deux présentations d'exemples d'actions pratiques pour motiver les jeunes à faire du vélo dans le contexte scolaire. Euh, Quelques mots encore sur l'UVEMA pour les personnes qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Donc, l'UVEMA, c'est l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives à l'Université de Lausanne. C'est une structure qui a été créée il y a plus de 4 ans, donc en 2020, par le professeur Patrick Rera et le médecin Bengt Kaiser, qui cherchent à fédérer en fait des chercheurs dans plusieurs disciplines, à la fois des géographes, des médecins, des sociologues et des psychologues autour des questions plus largement du vélo, mais aussi des mobilités actives, comme par exemple la marche, et qui cherche à questionner donc nos rapports au déplacement et à notre environnement. Et puis aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Clément Rivière, qui, je vais en dire quelques mots. Il est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille, directeur adjoint du Centre de recherche Individus, Épreuves, Société, et co-rédacteur en chef de la revue Métropolitique. Et donc, sa présentation d'aujourd'hui portera sur son livre paru en 2021, qui s'appelle Leurs enfants dans la ville, enquête auprès de parents à Paris et à Milan, qui, si j'ai bien compris, est tiré de sa thèse de doctorat. Euh, voilà, et avant de vous passer la parole, peut-être quelques instructions pour le public par rapport au déroulement. Tout d'abord, nous vous remercions d'éteindre votre caméra lors de la présentation pour économiser un peu la bande passante. Et deuxièmement, pour toute question, vous pouvez poser directement vos questions par écrit dans le chat et nous les sélectionnerons ensuite directement. Donc, voilà, c'est tout de mon côté. Je laisse la parole à notre conférencier d'aujourd'hui, Clément Rivière, et je vous remercie beaucoup. Alors bonjour à toutes et à toutes. C'est toujours un peu particulier de parler en visio, mais voilà, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je remercie l'équipe de l'UVMA pour cette invitation à participer à ce webinaire. Donc effectivement, le titre de ma présentation, c'est celui d'un livre que j'ai publié il y a maintenant 3 ans aux presses universitaires de Lyon, qui est lui-même issu de ma thèse de doctorat, qui est une thèse de sociologie que j'avais préparé dans deux institutions, l'Institut d'études politiques de Paris et l'Université de Milan-Bicocca en Italie. Et c'est un travail, donc là vous voyez la couverture du livre, qui s'inscrit donc dans la discipline sociologique au croisement de différents champs, la sociologie urbaine évidemment, la sociologie des pratiques éducatives et la sociologie de la socialisation. Et dans le cadre de ce travail, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants, qui correspond à l'ensemble des pratiques que les parents mettent en œuvre pour encadrer les déplacements et les activités que réalisent leurs enfants dans les espaces publics urbains. Espaces publics urbains que je définis de manière large comme les espaces physiques ouverts à tous,
principalement le réseau viaire, les places, les parcs, auxquels j'ajoute aussi les transports en commun. Donc, dans ce travail, il s'agissait pour moi de m'intéresser à un domaine de pratique particulier, c'est-à-dire à la régulation par les parents de l'accès de leurs enfants aux espaces publics. Et donc, dans cette perspective, il ne s'agit pas d'aborder la ville du point de vue des enfants, mais du point de vue de leurs parents, et plus précisément de ce qu'un sociologue de la famille français qui s'appelle Jean-Luc Deschaux a appelé le travail parental que les parents mettent en œuvre au quotidien pour encadrer les usages que leurs enfants font des espaces publics urbains. Donc, il s'agit d'un ensemble de pratiques éducatives ordinaires qui sont en grande partie impensées par les parents, qui sont des pratiques donc ordinaires, banales, mais ce n'est pas parce que ce sont des pratiques ordinaires et banales qu'on doit pour autant négliger l'importance de l'enjeu qu'elles revêtent pour les parents, puisque je me suis intéressé à travers cette étude de l'encadrement parental des pratiques urbaines des enfants au passage progressif des enfants à l'autonomie dans ce monde d'étrangers, pour reprendre la formule de la sociologue états-unienne Lynn Lofland, qui est la ville. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par là, monde d'étrangers? C'est-à-dire que ce qui caractérise l'urbain pour elle, c'est le fait de côtoyer des personnes qu'on ne connaît pas personnellement, ce qui a pour effet de revêtir les usages des espaces publics urbains d'une tension particulière, dans la mesure où il cristallise ce qu'on appelle en anglais la serendipity. Il n'y a pas vraiment de traduction satisfaisante en français, c'est-à-dire la découverte inattendue d'une chose alors qu'on en cherchait une autre, qui fait, d'après notamment l'anthropologue suédois Ulf Annert, c'est l'essence de l'urbain. C'est-à-dire l'urbain se caractérise par le fait qu'on peut y faire des rencontres auxquelles on ne s'attendait pas, des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Et pour le dire autrement, le fait que les espaces publics se caractérisent par leur accessibilité confère un caractère ambivalent à l'expérience de leur fréquentation, puisque ce sont à la fois des arènes de sociabilité, des arènes de découverte, des arènes d'expérience qui peuvent être plaisantes, esthétiques, mais aussi des arènes d'exposition à l'imprévu et au danger. Donc il y a une tension qui est consubstantielle à l'utilisation des espaces publics. Et c'est cette tension qu'il m'intéressait d'étudier dans ce travail à partir du point de vue des parents et de la façon dont ils régulent la présence de leurs enfants dans les espaces publics. Alors jusqu'ici, l'expérience des parents habitant les grandes villes européennes contemporaines avait le plus souvent été étudiée du point de vue de leur trajectoire résidentielle, du point de vue des choix résidentiels des familles, ou encore du point de vue des choix scolaires des familles. Euh, et en même temps, paradoxalement, assez peu de travaux s'étaient intéressés à ce qui, moi, m'intéressait, c'est-à-dire à ces pratiques d'encadrement, à ces pratiques de régulation. Il y avait notamment quelques travaux de géographes britanniques, je citerai en particulier Gill Valentine, qui s'était intéressé à ces questions dans les années 90 au Royaume-Uni, mais assez peu de travaux, et ce qui est assez étonnant dans la mesure où la période dans laquelle nous vivons se caractérise par une inquiétude prononcée pour la sécurité des enfants de manière générale, mais notamment dans la ville. Donc assez peu de travaux sur ces questions et assez peu de connaissances sur les instructions que donnent les parents aux enfants au moment de découvrir la ville sans eux. Donc l'idée de ce travail, alors que la fréquentation de la rue, des espaces publics constitue une contrainte quasiment incontournable en milieu urbain, c'était d'essayer à mon échelle de contribuer à une meilleure connaissance de ce qu'on appelle en sociologie la socialisation des enfants aux espaces publics, et plus précisément une meilleure connaissance du rôle que jouent les parents dans ce processus de socialisation. L'objectif donc était d'apporter un éclairage sur la transmission de manière différenciée d'agir, de penser, de percevoir dans les espaces publics. Pour ceux d'entre vous qui sont un peu familiers avec la sociologie, vous aurez peut-être saisi à ce stade que je suis plutôt proche de la sociologie bourdieusienne ou l'aérienne, de la socialisation, ce qu'on appelle la sociologie dispositionnaliste. Donc j'essaye de comprendre comment les individus incorporent des manières de penser, des manières d'agir, des manières de voir le monde. Et donc, l'objectif du travail, c'était d'essayer de contribuer à une meilleure connaissance de la transmission dans le cadre familial de normes de comportement, de normes de ce qu'Erving Goffman appelle la présentation de soi, de compétences d'interaction, de compétences de mobilité et aussi de représentation du danger, de l'altérité sociale et plus largement de l'ordre social. Et donc, il y avait cette approche, on va dire, ce cadre un peu général, dispositionnaliste qui vise à saisir cette transmission de schèmes d'action, de perception et d'évaluation, avec une attention, vous allez voir, particulière pour la formation de dispositions différenciées selon les ressources dont disposent les familles, selon également le sexe des enfants.
Alors, bien entendu, les parents ne disposent pas du monopole sur la socialisation de leurs enfants. La découverte des espaces publics s'opère aussi en grande partie entre pairs. Je pense que certains parmi vous travaillent sur ces questions ou s'y intéressent. L'école joue aussi, bien entendu, un rôle. Donc, je ne dis pas que les parents sont les seuls acteurs de la socialisation des enfants. Cela étant dit, ils jouent un rôle important, alors notamment dans les premières années de la vie. Et mon travail, donc, est une contribution partielle à la connaissance de la socialisation urbaine des enfants à partir des pratiques spécifiques mises en œuvre par les parents. Et donc, l'idée était d'essayer de faire une sociologie de cet encadrement parental. Alors, je vais aller vite sur la méthodologie. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous référer à mon livre ou aux publications que j'ai pu faire par ailleurs. Mais rapidement, j'ai fait on va dire, trois grands choix pour cette enquête. D'abord, le choix d'une enquête localisée, c'est-à-dire que j'ai défini des espaces dans lesquels j'ai conduit l'enquête. Et parallèlement à ça, le choix d'une enquête comparée. L'idée de l'enquête localisée, c'était de pouvoir, au sein d'un même espace, étudier des formes de différenciation sociale des pratiques parentales. Et l'idée qui sous-tendait la comparaison, donc entre Paris et Milan, très largement du fait, bien entendu, du financement de ma thèse, qui était une thèse en co-tutelle, mais aussi parce qu'il y avait des hypothèses comparatives derrière, relatives notamment au rôle différent que jouent dans les deux villes, et donc dans les deux terrains que j'ai étudiés, la présence plus fréquente dans le cas milanais que dans le cas parisien d'autres membres de la famille, des oncles et tantes, des cousins, souvent les grands-parents qui peuvent vivre dans le même quartier, une organisation familiale résidentielle plus fréquemment localisée en Italie qu'en France. Et puis le rôle aussi différent que peut jouer le marché scolaire dans les deux contextes, avec une très forte compétition scolaire en France de manière générale, mais à Paris en particulier, et une tension moins vive sur le marché scolaire à Milan qu'à Paris, ce qui a des effets dont je ne parlerai pas aujourd'hui, parce que malheureusement, je ne peux pas vous parler de tout. Mais en tout cas, il y avait des hypothèses relatives donc, à une forme de solidarité familiale, à la façon dont le marché scolaire fonctionne, aussi à la façon dont l'État-providence fonctionne dans les deux sociétés. L'idée étant donc de mettre en comparaison deux contextes qui présentent des similitudes, notamment du point de vue de la composition de leur population et du point de vue de leur morphologie et de leur situation dans la métropole étudiée, mais avec donc des distinctions qui sont relatives à la société locale et nationale dans laquelle chacun de ces contextes se situe. Et puis le troisième grand choix méthodologique, c'était celui d'une enquête par entretien. Alors chaque choix méthodologique présente des avantages et des limites. Euh, il aurait pu être intéressant de faire une enquête ethnographique au sein de familles, mais je pense que je ne m'en sentais pas forcément la capacité ni l'envie à ce moment-là. Et par ailleurs, le problème de l'enquête ethnographique est qu'elle limite quelque peu la possibilité qu'on peut avoir d'étudier la différenciation sociale, à moins de disposer d'une équipe de recherche très large, donc ce qui n'était pas mon cas en thèse. Donc j'ai plutôt fait le choix d'une enquête par entretien qui m'a permis de rencontrer 88 parents au total, je crois, alors j'ai plus le chiffre exact, mais une petite quarantaine à Paris et un peu plus à Milan, donc 43 entretiens à Milan et 35 à Paris. C'est une enquête qui date un peu, comme vous pouvez le voir, hein, qui a été conduite entre 2009 et 2012. Et l'idée, c'était que les entretiens pouvaient, à condition bien entendu de les préparer dans cette perspective, être un bon moyen d'interroger à la fois les pratiques des parents, mais aussi les représentations qui sous-tendent ces pratiques. Et j'espère pouvoir vous montrer quelques éléments qui vont en ce sens par la suite. Donc, à côté de l'enquête par entretien, j'ai aussi réalisé des observations dans certains espaces, puis j'ai travaillé sur un large corpus de documents qui m'ont permis aussi d'appuyer mon analyse. Je ne vais pas trop développer, mais juste pour que vous vous fassiez une idée, donc les deux terrains se situent au nord-est de chacune des deux villes étudiées. Alors c'est à la fois un peu fortuit, vous voyez, c'est amusant, ils sont vraiment au même endroit dans la ville. Donc c'était pas pensé exprès, mais ça s'explique par le fait que Paris et Milan ont des histoires urbaines très comparables, avec une extension par cercle concentrique. Et donc, c'est des espaces qui ont à peu près la même trajectoire de développement, qui étaient des espaces ruraux, qui petit à petit ont été investis par la bourgeoisie en tant qu'espace de villégiature, puis qui ont été industrialisés, puis qui se sont désindustrialisés, gentrifiés. Enfin, voilà, je n'entre pas dans les détails, mais ça aboutit au fait que ce sont des espaces qui ont des caractéristiques relativement proches en termes de composition de leur population, très hétérogènes, aussi bien
du point de vue des classes sociales que du point de vue de l'origine migratoire, où alors, il y a un décalage hein, entre les deux pays et les deux sociétés dans les temporalités de l'immigration, mais en tout cas, ça m'intéressait. C'est pour ça que j'ai choisi ces espaces, de pouvoir enquêter dans des quartiers, dans des territoires où les espaces publics se rapprochent de leur définition théorique, au sens où on va y croiser des gens différents de soi, aussi bien du point de vue de la profession, de la couleur de peau, de la religion, de tout un ensemble de choses. Voilà, donc je suis désolé d'aller un peu vite sur l'enquête, mais on pourra éventuellement y revenir si vous le souhaitez dans les questions. Parce que je voudrais consacrer l'essentiel du temps de l'intervention à vous présenter des résultats de recherche. Alors là non plus, je ne vais pas pouvoir tout vous dire, évidemment, mais je vais essayer voilà, de présenter ce qui me paraît, des choses qui me paraissent importantes, en tout cas. Donc là, vous pouvez voir mes deux garçons dans le métro lillois qui illustrent ce slide. Et je vais commencer par enfoncer un peu une porte ouverte, mais qu'il est indispensable d'enfoncer, qui consiste à insister sur le fait que, au cœur des préoccupations parentales se trouve un double souci, qui est celui de protéger les enfants, d'une part des accidents de la circulation et de l'autre des inconnus malveillants. Alors, rappeler ces deux menaces principales peut paraître trivial, ça l'était d'ailleurs pour les parents quand j'échangeais avec eux. Mais en même temps, c'est complètement incontournable puisque ce sont autour de ces deux préoccupations que vont se construire les pratiques d'encadrement parental. Et donc, si on veut pouvoir comprendre mon objet de recherche, il faut partir de là. Il faut partir de ce double souci, donc protéger les enfants des accidents de la circulation d'une part et des inconnus malveillants de l'autre. Et insister sur cette place centrale des accidents de la circulation et de l'entrée en contact avec un inconnu dans les représentations parentales du danger permet notamment, de manière un peu contre-intuitive, en tout cas pour moi, ce n'était pas évident au départ de l'enquête, de mieux saisir le rôle que joue le domicile dans la découverte autonome de la ville. Les enfants, chez eux, sont à l'abri des véhicules motorisés, en théorie, à l'abri des inconnus également, et c'est souvent chez eux que les enfants sont laissés seuls, d'abord, dans un premier temps, avant de se voir autorisés à se déplacer sans leurs parents dans l'espace local. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a des différences sociales, mais de manière générale, il y a souvent une première étape où les enfants sont laissés seuls chez eux avant d'être laissés seuls dans la rue. Et donc apprendre à rester seul chez soi, dans le cadre d'expériences dont la durée va peu à peu s'allonger à mesure de leur répétition, constitue souvent une étape préliminaire à la fréquentation autonome du quartier. Une fois que l'enfant est considéré apte à rester seul au domicile, il y a une seconde étape qui est très importante, en particulier pour les enfants, mais aussi pour les parents, qui consiste à laisser les clés du domicile aux enfants. C'est une étape qui consacre la reconnaissance de la capacité du passage autonome de l'espace privé à l'espace local et réciproquement de l'espace local à l'espace privé. C'est souvent dans les entretiens évoqués avec émotion par les parents. Alors des fois, les enfants étaient présents pendant les entretiens, donc j'ai aussi quelques exemples d'enfants qui en parlent comme d'un moment important. C'est une marque de confiance qui s'appuie sur des considérations pratiques liées aux horaires de présence de personnes plus âgées au domicile, mais aussi sur une évaluation de la capacité de l'enfant à assumer cette responsabilité jugée importante dans la mesure où les clés peuvent être perdues ou la maison mal fermée, ce qui peut avoir des conséquences assez désagréables. Donc, première chose, bien penser le rôle du domicile dans la découverte autonome de la ville et notamment la capacité perçue qu'a l'enfant à rentrer chez lui ou à sortir seul de chez lui. En dehors du domicile, un ensemble d'espaces comme certaines petites places ou rues piétonnes, des squares ou des parcs peuvent être considérés par les parents comme protégeant dans une certaine mesure les enfants des deux menaces que j'ai évoquées un peu plus tôt. D'abord parce que la circulation motorisée peut y être interdite ou fortement régulée, mais aussi parce que les parents perçoivent que des formes de régulation collective des comportements s'exercent dans ces espaces, et notamment les autres parents apparaissent souvent comme un appui dans la surveillance de ses propres enfants, mais aussi des tiers qui pourraient constituer des menaces pour les enfants. Et donc, je ne développe pas en détail, mais ce que j'essaye de décrire au début de mon livre, c'est que les parents perçoivent les espaces, notamment dans leur quartier de résidence, tout au long d'une gradation fine de situations, d'espaces qui vont être considérés comme plus ou moins protégés par les parents, en lien avec cette perception d'une régulation, d'une part, de la circulation motorisée, et de l'autre, des comportements des enfants, d'une part, et des tiers qui pourraient constituer une menace.
En dehors de ces espaces considérés comme les parents comme plus ou moins protégés, et puis qui vont souvent correspondre à des phases d'âge auxquelles on va laisser les enfants fréquenter ces espaces sans adultes, les premières expériences de mobilité autonome des enfants se déroulent le plus souvent au sein d'un petit périmètre aux abords du domicile, avec très souvent dans les entretiens la figure en fait des petites commissions, des petites courses pour aller acheter du pain, des bonbons ou quelque chose à l'épicerie voisine qui va constituer une des premières expériences d'autonomie. Alors c'est à la fois une autonomie spatiale et aussi une autonomie financière puisque les enfants vont avoir de l'argent ou la carte de crédit des parents, donc c'est des moments aussi importants pour les enfants et pour les parents. Donc je ne développe pas plus que ça, mais ça invite à penser évidemment le rôle du petit commerce dans la possibilité qu'ont les parents et les enfants de développer l'autonomie des enfants en ville. Donc pour le dire rapidement, plus une ville est riche en petits commerces de proximité, plus il est probable qu'on trouve des enfants à proximité de chez eux. Et à l'inverse, enfin, plus les commerces de proximité disparaissent, et moins la ville est à hauteur d'enfant. Voilà, là aussi, je ne développe pas, mais j'ai tout un ensemble d'exemples de parents, alors surtout des mères, mais des pères également, qui vont superviser de loin ces premières formes de mobilité, parfois suivre, regarder depuis le balcon, depuis la fenêtre. Enfin, c'est assez touchant en entretien d'ailleurs, mais quand même sur les toutes premières expériences, souvent un suivi plus ou moins discret des enfants. Donc les commerces, je le disais, sont considérés comme des ressources protectrices pour les... Enfin non, je le disais pas, mais je le dis maintenant. C'est à la fois des endroits où les enfants vont, mais c'est aussi des endroits qui sont perçus comme potentiellement autant de refuges par les parents. C'est-à-dire qu'une des consignes très fréquentes qui est donnée aux enfants, c'est en cas de problème d'entrer dans un commerce pour demander protection. Et de manière générale, les commerces sont perçus comme des acteurs de sécurisation du quartier, comme voilà, j'ai écrit sur le slide, j'ai repris la formule de l'urbaniste américaine Jane Jacobs comme des street watchers, des yeux de la rue, qui jouent un rôle positif dans le sentiment que les parents ont que leurs enfants peuvent fréquenter le quartier sans adultes. Voilà, les transports en commun, d'une certaine manière, constituent l'étape suivante. Alors, a fortiori, dans le cas de Paris et de Milan, le métro. Ce ne sont pas du tout, évidemment, des espaces que les parents considèrent comme protégés. Bien au contraire, l'apprentissage de leur utilisation fait l'objet de tout un ensemble de recommandations spécifiques. Les premiers trajets effectués en autonomie par les enfants sont dans la quasi-totalité des cas des trajets brefs, des trajets sans correspondance, qui peuvent être précédés par ailleurs d'une période d'accompagnement. Et il va s'agir, dans le cadre de cet accompagnement, pour les parents de transmettre à la fois des connaissances et des manières d'agir. Donc, il s'agit d'apprendre à valider son ticket, à connaître les lignes, à connaître les arrêts, connaître les correspondances, ne pas se tromper au moment de monter dans le métro ou dans le bus, c'est-à-dire ne pas se tromper de sens. Et là, je reviens à ce que je vous disais au départ, l'imprévu qui caractérise l'urbain d'une certaine manière cristallise les préoccupations des parents, donc qu'il s'agisse de situations d'interaction auxquelles les enfants ne seraient pas préparés, comme des interactions avec des musiciens qui pourraient les distraire, avec des sans-abri, avec des toxicomanes, ou bien des problèmes techniques, des ruptures de réseau ou des problèmes d'inattention qui pourraient conduire les enfants à devoir descendre à un arrêt inconnu, et ce qui pourrait leur poser problème pour la suite. Et donc, peu à peu, une fois toute cette étape franchie, une fois les parents rassurés par les premiers trajets effectués seuls par les enfants, on voit dans les deux villes que les réseaux de transport en commun deviennent un élément très structurant de la découverte et de l'exploration de la ville. Alors, je fais ici une petite parenthèse, il est fort probable que Paris et Milan soient deux villes sensiblement moins cyclables que Lausanne ou d'autres villes suisses. Mais en tout cas, le réseau de transport en commun est très structurant des déplacements des adolescents dans ce qu'ont pu m'en dire les parents. Je passe à mon point suivant qui renvoie en fait aux souvenirs d'enfance des parents que j'ai rencontrés, alors pour l'essentiel d'entre eux, ont grandi, avaient 10 ans dans les années 60 et 70, et qui gardent de leur expérience enfantine en fait des souvenirs assez différents finalement de ce que leurs enfants peuvent vivre au moment où eux-mêmes en viennent à exercer le rôle de parent. Et donc, notamment à Milan, j'ai été frappé par la récurrence d'un certain nombre de formules comme c'était une autre époque, les temps ont changé. C'était vraiment très fréquent sur le terrain milanais. Ça l'était également à Paris, mais encore plus à Milan. Et pour le dire de manière synthétique, les souvenirs des parents renvoient à des rues davantage fréquentées par les enfants, qu'il s'agisse de s'y déplacer sans adultes ou d'y jouer, d'y passer du temps avec d'autres enfants. On distingue souvent
les pratiques de mobilité et les pratiques de jeu et de sociabilité. Donc là, c'est valable pour les deux. Donc j'ai beaucoup de récits de parents qui se souviennent d'avoir joué au ballon, à la corde à sauter, aux cow-boys et aux Indiens, aux billes, à tout un ensemble de jeux sur le trottoir, voire directement dans la rue. Et aussi, je ne développerai pas, mais notamment à Milan, dans les cours d'immeubles en fait, qui étaient vraiment des espaces centraux des sociabilités enfantines et qui ont été peu à peu désertés par les enfants. Donc, ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est d'abord que dans l'expérience des parents que j'ai pu rencontrer, il y a un constat partagé du déclin de la fonction ludique de l'espace public et par ailleurs un constat d'une moindre autonomie, ou en tout cas d'une autonomie plus tardive des enfants dans leurs déplacements, à la fois en ce qui concerne les trajets pour l'école, mais aussi par exemple pour des tours en bicyclette dans le quartier ou pour des déplacements dans d'autres quartiers de la ville. Et en particulier, c'est beaucoup revenu dans les entretiens en ce qui concerne les transports en commun avec des trajets effectués seuls à l'âge de 7 ou 8 ans par des parents pour traverser la ville, aller voir des membres de la famille, aller au cinéma, faire différentes choses, décrits comme parfaitement banals à l'époque de leur enfance et qui aujourd'hui leur paraîtraient totalement inconcevables à mettre en œuvre, ou bien parce qu'ils considèrent que leurs enfants au même âge n'en sont pas capables, ou bien parce que, ils considèrent que ça ne se fait plus aujourd'hui en fait. C'est quelque chose qui n'est plus du domaine du pensable, du possible pour les parents. Et ce que j'essaye de décrire dans le livre, c'est que cette évolution, que je décris à partir des souvenirs d'enfance des parents et qui renvoie par ailleurs à tout un ensemble de travaux de géographes, de psychologues, de spécialistes des transports qui décrivent un retrait des enfants des espaces publics des villes occidentales depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un changement profond dans l'appréhension des pratiques urbaines des enfants sur les deux terrains, avec un rapport aux espaces publics urbains qui est décrit comme différent de celui qui pouvait prévaloir à l'époque de l'enfance des parents que j'ai rencontrés, les parents exprimant le sentiment que la mobilité autonome des enfants et le jeu en extérieur des enfants étaient considérés à leur époque comme beaucoup plus normaux, comme allant de soi d'une certaine manière, alors qu'aujourd'hui ils sont beaucoup plus construits en problèmes et en risques. Donc on passe d'une certaine manière d'une période où les pratiques urbaines autonomes des enfants sont perçues comme normales à un contexte d'anxiété parentale diffuse, et même les parents les plus sceptiques, c'est-à-dire qui ne pensent pas que la ville soit nécessairement beaucoup plus dangereuse aujourd'hui, se trouvent confrontés aux conséquences de ce changement de cadre normatif, puisque les pratiques des parents plus protecteurs ont pour effet de réduire les opportunités de jeu ou les opportunités de mobilité collective de leurs propres enfants. Voilà, alors ce qui ressort, notamment beaucoup des entretiens, c'est une préoccupation très vive des parents vis-à-vis du risque d'enlèvement, vis-à-vis des violences à caractère pédophile. Donc la figure du pédophile est très, très structurante hein, dans les représentations parentales du danger, y compris chez ceux qui pensent qu'il est très peu probable qu'il arrive quelque chose de ce type à leurs enfants. Et je rappelle au passage que la menace principale pour un enfant, du point de vue des violences sexuelles, c'est plutôt les proches, hein, d'un point de vue statistique, que les inconnus dans la rue. Mais en tout cas, c'est une menace qui est très structurante dans les pratiques d'encadrement parental. Et rencontré beaucoup de parents qui mettaient en avant l'idée qu'en fait, ils étaient très exposés à des faits divers impliquant des enfants. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en France, c'est particulièrement le cas. Ce qui aurait pour effet de les rendre très intranquilles, de construire en fait un cadre qui participe à créer une expérience parentale, un exercice du rôle parental plus éprouvant que par le passé, puisqu'ils sont exposés en permanence. Et je pense que depuis mon enquête, les choses n'ont pas dû s'améliorer avec le développement des réseaux sociaux et la droitisation très forte hein, en France des discours publics et notamment médiatiques. Cette exposition aux faits divers les invitant à se projeter par mimétisme dans la situation des parents concernés, donc faisant peser sur eux une très forte responsabilité qui les désincite à laisser leurs enfants se déplacer de manière autonome, en tout cas quand ils sont jeunes. Et donc, pour le dire de manière ramassée, le contexte dans lequel les parents que j'ai rencontrés ont à encadrer la prise d'autonomie des enfants dans la ville est un contexte qui est perçu comme ou objectivement plus dangereux, ou même s'il n'est pas nécessairement perçu comme plus dangereux, comme pollué par un récit envahissant et inquiétant, y compris quand on se méfie de ce récit. Alors, je ne développe pas, il y a d'autres éléments hein, que j'ai décrits dans le livre, notamment les effets de la diffusion de l'automobile, le rôle de tout un ensemble d'innovations techniques comme l'accès à la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, Internet, bon, qui font qu'il y a
une moindre nécessité pour les enfants de sortir de chez eux pour passer du temps avec leurs amis. Mais donc voilà, je décris tout un ensemble de mécanismes qui permettent de mieux comprendre l'érosion de la présence des enfants dans les espaces publics urbains. Mais au-delà de ce discours général, j'essaye aussi dans le livre de décrire des différences entre familles et entre enfants qui renvoient aux ressources des familles. Donc je vais là aussi être rapide, mais je voudrais d'abord insister sur les caractéristiques des logements qui ont des effets importants sur la façon dont les enfants utilisent les espaces publics de proximité en particulier. Donc la taille du logement, la densité d'occupation du logement. Pour le dire de manière synthétique, ce que les sociologues de l'enfance appellent les sociabilités d'intérieur, certains parlent de la culture de la chambre, sont davantage caractéristiques, bien davantage même caractéristiques des enfants qui grandissent dans les familles dont les conditions de logement sont les plus confortables, donc qui disposent des logements les plus grands, qui disposent aussi de jardins. Alors j'ai de la chance, c'est que la crise du Covid et tous les confinements ont rendu beaucoup plus clair, je pense, pour tout le monde, hein, ce que je décris, mais il est très clair que les espaces publics sont une ressource beaucoup plus précieuse pour ceux dont les conditions de logement sont les moins bonnes. Et donc, je pense qu'on ne peut pas bien comprendre pourquoi dans les quartiers les plus bourgeois, il y a peu d'enfants dans la rue alors qu'il y en a davantage dans les quartiers populaires si on ne prend pas en compte le rôle des conditions de logement. Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur sur lequel j'insiste toujours qui me paraît très important. Parallèlement à cette première dimension, les normes éducatives des familles se distinguent également avec une structuration du temps extrascolaire des enfants des familles favorisées qui est beaucoup plus forte, pour le dire autrement, un temps libre plus résiduel pour les enfants des familles les plus diplômées, les plus favorisées. Certains parents parlent d'emploi du temps de ministre, donc ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, si les enfants jouent moins dehors, c'est aussi en grande partie parce qu'ils ont moins de temps disponible pour jouer dehors, donc, ou parce qu'ils vont être inscrits à des activités culturelles, à des dispositifs de soutien scolaire, à des activités sportives. Ce qui va par contraste avoir pour effet de renforcer la visibilité des enfants des catégories populaires qui, en moyenne, sont moins souvent, en tout cas inscrits à moins d'activités, vont disposer de davantage de temps pour pouvoir jouer dehors. Donc il y a un renforcement de l'effet logement par l'effet pratique éducative. Je voudrais dire un mot également des choix scolaires dans des quartiers comme ceux que j'ai étudiés, qui sont des quartiers mélangés, dans lesquels on trouve des familles avec des ressources très différentes. C'est particulièrement vrai à Paris, mais un peu à Milan également. Les choix scolaires vont contribuer à différencier le rapport au quartier et plus généralement à l'espace urbain, puisque les enfants des familles les plus modestes vont, pour beaucoup d'entre eux, rester scolarisés dans leur quartier tout au long de leur scolarité, alors que les enfants des classes les plus favorisées vont souvent quitter le quartier pour aller dans des établissements plus réputés, plus recherchés, qu'ils soient privés ou publics, ce qui va avoir des effets à la fois sur les réseaux sociaux des enfants, plus ou moins localisés, qui va avoir des effets sur la fréquentation du quartier et sur leur tendance à prendre les transports en commun pour quitter le quartier de résidence. Donc certains enfants vont rester avec les mêmes copains pendant toute leur scolarité dans le quartier qu'ils vont très bien connaître. D'autres enfants vont peu à peu construire des réseaux sociaux en dehors de leur quartier de résidence et apprendre l'habitude très vite de quitter leur quartier pour se déplacer dans l'espace urbain, ce qui crée un rapport à la mobilité et à l'espace urbain évidemment assez différent. D'autant que ce que je viens de vous décrire est redoublé par le fait que certains enfants vont très régulièrement sortir de leur quartier ou de leur ville le week-end pour aller dans une résidence secondaire, chez des amis, à la montagne, voilà. Alors que d'autres enfants vont passer l'essentiel de leur week-end et de leurs vacances dans leur quartier. Et donc ces quatre facteurs que je vous décris brièvement se combinent pour fabriquer un rapport au quartier, un rapport à la mobilité et un rapport à la ville de manière plus large, très différents selon les ressources dont disposent les familles. Donc je vois que j'en suis à 30 minutes. On m'avait dit 30-40 minutes, donc j'ai réussi à être à peu près dans les temps. Je vais prendre 5 minutes encore pour vous dire quelques mots d'un autre aspect de mon travail auquel je tiens beaucoup, puisque je me suis intéressé à la différenciation sociale de l'encadrement. Il était évident aussi pour moi d'essayer de comprendre comment se différencient les pratiques parentales en fonction du sexe des enfants. Et ce que je décris dans le livre, c'est finalement un paradoxe qui est que sur les premières années de la phase d'âge que j'ai étudiée, alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'ai rencontré des parents avec
au moins un enfant âgé de 8 à 14 ans, ce qui m'intéressait étant les effets du passage dans l'enseignement secondaire, ce qu'on appelle le collège en France, parce que c'est un moment de forte autonomisation des pratiques urbaines, mais pas que des enfants. Et donc, sur les premières années de la phase d'âge que j'ai étudiée, donc 8 ans, 11 ans, pour le dire vite, les filles sont perçues de manière assez générale comme des utilisatrices plus compétentes des espaces publics. Elles sont jugées plus prudentes, plus attentives à leur environnement, plus respectueuses des consignes. Finalement, on leur fait davantage confiance et bien souvent, elles disposent d'une marge d'autonomie un peu plus grande pour ces premières années. Euh, alors que, avec la puberté, avec les transformations corporelles que connaissent alors les filles et les garçons, mais souvent les filles un peu plus tôt que les garçons, ce n'est pas que les parents vont se mettre à considérer soudainement que les filles seraient moins compétentes que les garçons, mais dans un même mouvement, alors que les inquiétudes parentales concernant les pédophiles sont transversales, hein, elles concernent aussi bien les filles que les garçons, petit à petit, à mesure que les enfants grandissent, l'inquiétude va se dissiper pour les parents de garçons, qui vont d'une part considérer que leurs enfants, leurs fils sont plus capables de se défendre à mesure qu'ils grandissent, ils peuvent courir, ils peuvent se défendre physiquement, et surtout, et c'est peut-être le point le plus intéressant, ils vont de moins en moins susciter l'intérêt de prédateurs sexuels. Alors qu'inversement, les filles, elles, à mesure qu'elles grandissent, vont de plus en plus susciter l'intérêt de personnes mal intentionnées. Alors, plus ou moins mal intentionnées, hein, il y a tout un gradient. Je renvoie ici aux travaux sur l'expérience des femmes dans les espaces publics. Mais ce que ça nous dit, c'est que les espaces publics sont perçus très largement par les parents comme des contextes d'interaction à dominante masculine dans lesquels les filles vont se retrouver exposées à tout un ensemble de situations d'interaction plus ou moins inquiétantes, plus ou moins désagréables, auxquelles il faut les préparer. Donc il faut les prévenir que des situations pourraient se présenter. On peut les regarder avec intensité, on peut les complimenter, on peut les siffler, on peut pourquoi pas éventuellement les toucher, les suivre, voire les agresser. Et donc il faut préparer les filles et notamment tracer la limite de ce qui est acceptable ou inacceptable. Et ce travail de sensibilisation, il peut s'opérer aussi bien dans une perspective que je qualifie de naturalisante, c'est-à-dire que c'est comme ça, on ne remet pas en cause cette réalité de la ville, que sur le registre de la critique, de la déploration, des parents qui vont se lamenter d'avoir à faire ça, mais qui vont quand même le faire, qui vont quand même mettre en œuvre ce travail de sensibilisation, ce traitement différencié, qui va à la fois passer par l'enseignement d'une posture spécifique de vigilance pour les filles, la transmission de consignes, notamment de discrétion, de passivité, ce que j'appelle sur le slide des normes d'usage genré de la ville, qui en fait rappellent très clairement ce que décrivent notamment les géographes ou les sociologues qui se sont intéressés au rapport différencié des hommes et des femmes adultes à la ville. Et ce traitement différencié va passer aussi par tout un ensemble de pratiques de contrôle de l'habillement, des horaires de sortie et la valorisation des pratiques d'escorte pour les filles. Donc, je vais m'arrêter là puisque ça fait bientôt 35 minutes que je parle. On pourra développer dans les questions, mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que il est très clair, à partir de mon travail, que la présence dans les espaces publics urbains des filles est davantage sujette à recommandations et à des formes de contrôle que dans le cas des garçons. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les garçons ne font pas l'objet aussi de formes de contrôle et de recommandations. Voilà, je vais m'arrêter ici et je me tiens prêt, bien entendu, à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très riche.